C'est un matin de la fin du mois d'avril 2026, Ouais, à Auckland, c'est ça? exactement, à Auckland, en Californie. Et devant le bâtiment fédéral Ronald V. Dellums, l'atmosphère est juste électrique. On l'a tous vu sur les réseaux. Les images sont folles. Totalement. À une foule bruyante, massée sur les marches. Avec des pancartes complètement contradictoires, en fait. Genre, d'un côté, on lit des trucs comme Quit ChatGPT. Ouais, et de l'autre côté, juste à côté, boycott Tesla. C'est lunaire. Et à l'intérieur de la salle d'audience, la tension est, Elle est palpable. ouais, étouffante même. T'as un homme en costume sombre qui entre, le dos très droit. Il s'assoit, il passe nerveusement la langue contre l'intérieur de sa joue. Je vois très bien l'image. Et il fixe intensément un autre homme assis à quelques mètres. Cet homme, c'est Sam Altman. Il a un stylo en main, il prend frénétiquement des notes sur un carnet. Et celui qui le foudroie du regard depuis l'autre bout de la pièce, C'est Elon Musk. voilà, C'est Musk. On assiste vraiment à une scène digne d'un grand thriller financier. un film hollywoodien, ouais. C'est ça, je veux dire, 10 ans après avoir fondé ensemble ce qui devait être une ONG pour le bien commun, ces deux figures incontournables de la tech sont en guerre ouverte. Une guerre totale. Et l'enjeu, ça se limite absolument pas à une rancœur personnelle, c'est bien plus vaste. Et c'est précisément l'objet de notre plongée d'aujourd'hui. On se base sur une enquête colossale, Une vraie brique. publiée par le média Block News, en ce mois de mai 2026. Ils ont couvert chaque instant de la première semaine de ce procès historique. Et l'objectif de cette exploration en profondeur pour notre auditoire, c'est vraiment D'extraire le bruit médiatique, d'ignorer un peu les gros titres sensationnalistes, tu vois. Absolument, pour comprendre les vrais rouages de cette confrontation. Parce que c'est pas juste un drame juridique. Non, c'est une bataille titanesque pour le contrôle futur de l'intelligence artificielle générale, avec au passage des milliers de milliards de dollars sur la table. Et rien que ça. Bon, décortiquons tout ça. Par où on commence? Ce qui est fascinant ici, c'est le paradoxe initial, en fait. Ah oui, le fait qu'il attaque sa propre création. Exactement, l'un des cofondateurs attaque l'entité qu'il a lui-même contribué à créer. Et il réclame genre 130 milliards de dollars de dommages. C'est vertigineux. Mais pour saisir l'animosité qui règne dans cette cour fédérale en 2026, faut vraiment remonter à la jeunesse du projet, en 2015. Ouais, parce que l'ambiance était radicalement différente à l'époque. Ah bah oui, on parlait de sauver le monde, quoi. C'est ça. L'idée, telle qu'elle était présentée, c'était de créer une sorte de projet Manhattan pour l'IA. Mais Mais pacifique. pacifique, voilà. Une vraie structure à but non lucratif, avec pour seule mission de développer une IA pour le bénéfice de toute l'humanité. Faut bien se rappeler le contexte, le grand repoussoir de l'époque, c'était Google. Surtout après leur rachat de DeepMind. Exact. Musk craignait que Google développe une super intelligence dans son coin, dans un environnement super fermé, et motivé uniquement par le profit publicitaire. Donc il s'investit à fond, c'est lui qui trouve le nom du projet, il convainc des chercheurs stars de quitter Google, comme Ilya Sutskever. Et surtout, il promet publiquement d'injecter 1 milliard de dollars. 1 milliard, c'est énorme. Sauf que cette promesse va très vite se heurter à la réalité du pouvoir, en fait. La mécanique de la rupture, elle se déclenche entre 2017 et 2018. Qu'est-ce qui se passe exactement à ce moment-là? Musk observe les avancées de l'équipe et paradoxalement, il s'inquiète de leur lenteur face à Google. Ah, la pression de la concurrence. Ouais. Et sa réaction, c'est pas d'encourager ou de donner plus de temps. Il tente un vrai coup de force. Genre une prise de contrôle? C'est ça. Il exige une restructuration totale de l'ONG pour en prendre le contrôle absolu. Concrètement, il demande 51% du capital d'une éventuelle branche commerciale et surtout 4 sièges sur 7 au conseil d'administration. Attends, donc si on vulgarise ça pour ceux qui nous écoutent, c'est un peu comme... Vas-y. c'est comme si vous fondiez un petit groupe de musique indé avec des amis, Ouais, dans un garage, juste pour l'amour de l'art, tu vois, ouais. pour contrer l'industrie musicale ultra commerciale. L'esprit punk, quoi. Totalement. Et du jour au lendemain, l'un des membres exige de devenir le label Et le manager. et le manager et le producteur exclusif, de détenir les droits de toutes les chansons et d'être le seul à chanter au micro. Et quand les autres membres du groupe refusent cette prise de contrôle hostile, le chanteur claque la porte. Bam. Mais en refusant de payer la location du garage qu'il avait promise, tu vois, Altman, Sutskever et Greg Brockman ont refusé l'ultimatum de Musk. Donc il s'en va. Il s'en va. Et sur le fameux milliard de dollars promis pour financer la recherche, il n'aura finalement versé que 44 millions.
Ce qui, honnêtement, dans le monde de la recherche de pointe en IA, est une goutte d'eau. Ah oui, c'est rien du tout. J'imagine que le départ de leur principal bailleur de fonds a dû créer un vent de panique total. Sur le plan financier, oui, grave. Mais sur le plan humain, l'enquête de Block News révèle un truc dingue. Ils ont eu accès à un extrait du journal intime de Greg Brockman. Qui a été présenté au procès, c'est ça? Exactement. Et à l'été 2017, donc bien avant le départ officiel, il écrit, noir sur blanc, Qu'est-ce qu'il dit? il dit « C'est notre seule chance de nous débarrasser d'Elon ». Ah ouais, c'était devenu toxique à ce point? La cohabitation était structurellement toxique. Officiellement, en février 2018, la com bien lisse de la Silicon Valley invoque un conflit d'intérêts avec Tesla pour justifier son départ. Mais officieusement. Officieusement, il a été gentiment poussé vers la sortie. Ouais. Ce qui nous amène vraiment au grand point de bascule de 2019. Donc Musk est parti, il a repris son carnet de chèques, Ouais. et 1 an plus tard, l'ONG annonce un pivot majeur. Il crée une filiale commerciale. C'est le cœur même de la plainte de Musk aujourd'hui en 2026, ce qu'il appelle carrément un vol de charité. C'est son argument principal, ouais. Mais il faut qu'on s'arrête là-dessus une seconde. Pourquoi cette ONG qui se voulait si pure a soudainement ressenti le besoin de devenir une entreprise qui cherche des milliards? C'est là que l'innovation technique vient percuter le modèle économique, de plein fouet. En 2017, ironiquement, c'est Google. Toujours eux. Toujours eux, ouais. Des chercheurs de Google publient un papier scientifique fondamental. Ça s'appelle « Attention is all you need ». Un classique. Et ce document, il invente l'architecture des transformers. Le fameux T de ChatGPT. Exactement. Avant ça, faut savoir qu'une intelligence artificielle, ça lisait du texte de manière séquentielle. Mot après mot. C'est ça, un peu comme en humain en fait. Et c'était super lent. Mais l'architecture transformer, grâce à un mécanisme qu'on appelle l'attention, ça permet au modèle de regarder l'intégralité d'un texte en même temps. C'est fascinant. Ouais, et de comprendre mathématiquement la relation entre chaque mot dans un contexte global. Ce qui rend l'IA infiniment plus intelligente, évidemment. Bien sûr. Mais j'imagine que pour traiter des milliards de mots simultanément, au lieu de les lire un par un, ça demande une logistique matérielle qui n'a plus rien à voir. Ah bah c'est le jour et la nuit. Pour faire tourner un transformer, tu peux plus du tout utiliser des serveurs informatiques classiques. Faut des JPU. Voilà, des dizaines de milliers de cartes graphiques ultra spécialisées qui tournent tout en parallèle. Le coût d'entraînement d'un modèle de pointe est passé en quelques mois à peine de quelques millions de dollars à des centaines de millions. Donc l'ONG, vidée du financement que Musk avait promis, se retrouve à sec. Ils n'avaient plus les moyens de payer la facture d'électricité de leurs propres expériences en fait. C'est fou. Sans un afflux massif de capitaux privés, l'organisation fermait ses portes tout simplement. Comment on fait passer une œuvre de charité en entreprise à but lucratif sans perdre son statut légal? Alors, l'enquête explique très bien ce point. Ils ont utilisé une structure à profit plafonné. Un profit plafonné. En clair, c'est quoi? Ils ont créé une entreprise classique, mais nichée sous le contrôle direct du conseil d'administration de l'ONG. Les investisseurs peuvent récupérer leur mise, mais avec un plafond d'environ 100 fois leur investissement initial. 100 fois. Ouais. Et tout ce qui dépasse revient à l'ONG. Mais honnêtement, faire un retour sur investissement de 100 fois sa mise initiale, C'est énorme. c'est le rêve absolu de n'importe quel fonds de la Silicon Valley. Le plafond est tellement haut que, franchement, ça ressemble plus à un super argument de relations publiques qu'à une vraie contrainte philanthropique, tu trouves pas? Je suis assez d'accord. Mais ce montage juridique, mine de rien, c'est ce qui a permis d'attirer les milliards de Microsoft tout en gardant une façade un peu associative. D'accord. Et c'est cette transformation précise que Musk attaque furieusement devant la cour d'Oakland. Alors, retournons-y, dans cette salle d'audience de la juge Yvonne Gonzalez-Rogers. On y est. On a ce procès qui s'étire. Musk à la barre pendant 3 jours entiers. Altman qui fait une apparition par vidéo interposée le premier jour, Ouais, l'ambiance est lourde. très lourde. Et au milieu des interrogatoires, l'enquête rapporte un moment de stupeur générale. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Vas-y. Musk est à la barre. Et il finit par admettre, presque malgré lui, que Grok, son propre modèle d'IA, développé par sa nouvelle boîte XAI, Ouais. s'entraîne sur les modèles de ses concurrents, y compris ceux d'OpenAI. C'est le fameux passage sur la distillation. Exactement. Via cette technique de distillation. C'est vraiment le moment où la défense de Musk a semblé vaciller, pour Ouais, ainsi dire. Parce que la distillation, c'est un concept crucial de l'IA moderne. Tu peux nous expliquer ça simplement? Bien sûr. Imagine un professeur hyper brillant et un élève. Ok.
L'entreprise qui crée le modèle original, genre OpenAI, c'est le professeur. Elle dépense des centaines de millions de dollars en puissance de calcul pour apprendre à ce modèle à raisonner à partir de zéro. Ok, l'apprentissage long et coûteux. Exactement. Et la distillation, ça consiste pour un concurrent à prendre un modèle beaucoup plus petit, beaucoup moins cher, et à simplement lui faire lire et apprendre toutes les réponses générées par le modèle du professeur. Donc, l'élève copie sur le premier de la classe. Voilà. L'élève imite le résultat sans avoir eu à payer pour le long processus d'apprentissage fondamental. Attends. Si je comprends bien la dynamique là. C'est ironique, hein? Mais c'est plus qu'ironique. Musk poursuit en justice OpenAI pour les détruire, ou au moins paralyser leur modèle économique. Ouais. Mais dans la même salle d'audience, il avoue que son propre produit, Grok, pompe les données produites par OpenAI pour devenir plus performant, et ce, à moindre coût. C'est exactement ça. N'est-ce pas littéralement scier la branche sur laquelle il est assis? Je veux dire, si OpenAI s'effondre, Grok perd son professeur gratuit. C'est toute l'hypocrisie, enfin la contradiction de cette industrie. Et l'avocat d'OpenAI, William Savit, il s'est fait un plaisir absolu de laisser ce fait infuser dans l'esprit du jury. Tu m'étonnes. Musk dépend technologiquement de l'entité qu'il cherche à anéantir sur le plan juridique. C'est fou. Mais bon, la stratégie de Musk, au fond, c'est pas de détruire la technologie, c'est de détruire la réputation de ses fondateurs. Et ses avocats ont immédiatement contre-attaqué avec la guerre des preuves, c'est ça? Ah oui, ils ont sorti l'artillerie lourde. Ils ont montré d'autres extraits du journal intime de Greg Brockman. Encore le fameux journal? Ouais, et à une ligne où Brockman s'interroge, genre, très pragmatiquement, financièrement, qu'est-ce qui me permettra d'atteindre 1 milliard de dollars? Ouch! Le but de la défense de Musk, c'est très clair. Ils veulent peindre la direction d'OpenAI comme une petite bande de capitalistes cupides qui auraient trahi la noble mission fondatrice. Sauf que bon, l'équipe d'OpenAI ne s'est pas laissé faire. Pas du tout. Ils ont répondu par une série d'emails internes redoutables. Des messages écrits par Musk lui-même, juste avant son départ en 2018. Et que disent ces emails? Musk y insiste lourdement pour abandonner le statut d'ONG. Il veut créer une structure à but lucratif et... devine quoi? Il veut être PDG. Évidemment, il veut se nommer lui-même PDG que cette nouvelle entité. En lisant l'enquête, on réalise que ce procès ressemble beaucoup moins à un grand débat philosophique sur l'éthique de l'IA Ah c'est sûr. qu'un grand déballage d'hypocrisie croisée, où les idéaux de 2015, c'était juste un paravent pour des ambitions de pouvoir absolu. La juge González Rogers a d'ailleurs dû intervenir plusieurs fois pour calmer le jeu et recadrer les débats. Elle a même dû interdire à Musk de tweeter pendant le procès, non? C'est ça. Interdiction de continuer ses attaques sur X pendant les suspensions d'audience. Quelle ambiance! Mais tu vois, cette exaspération de la Cour, elle souligne une question bien plus vaste. Lesquels? Pourquoi utiliser tout l'arsenal juridique américain, un procès fédéral, pour régler un vieux compte de 2018? Pourquoi ce procès se tient-il spécifiquement maintenant, au printemps 2026? C'est la vraie question. Si on relie cela à la situation dans son ensemble, on s'aperçoit que les grands discours sur l'ouverture et le bien de l'humanité, c'est juste un énorme écran de fumée. Et cet écran de fumée cache une guerre de tranchées purement financière. Exactement. C'est vraiment l'un des points les plus vertigineux de l'enquête de Block News. La réponse au « pourquoi maintenant ?», c'est les introductions en bourse. Les IPO. Les fameuses IPO et les chiffres en jeu, enfin, ils dépassent complètement l'entendement. D'un côté, t'as OpenAI. Fin 2025, ils ont enregistré 13 milliards de dollars de revenus récurrents. C'est colossal. Leur valorisation privée est de 852 milliards. Et ils s'apprêtent à entrer en bourse là, fin 2026, avec l'objectif de franchir la barre mythique des 1000 milliards de dollars. Le fameux trillon. Et face à cette machine de guerre, qu'est-ce que fait Musk? Ils s'organisent? Oui. Il a restructuré tout son écosystème. En février 2026, il a orchestré une fusion totalement inédite. Il a intégré sa boîte d'IA, XAI. Directement au sein de SpaceX. Voilà. Et le résultat de ça, ça crée un conglomérat privé tentaculaire valorisé à 1250 milliards de dollars. C'est démentiel. Avec un calendrier ultra agressif, il prévoit une entrée en bourse pour juin 2026 avec une valorisation cible de 1750 milliards. C'est un choc frontal. L'enquête précise d'ailleurs que ces deux introductions en bourse, si elles se concrétisent à quelques mois d'intervalle, ça représenterait une absorption de capitaux d'environ 240 milliards de dollars sur les marchés.
Ce qui est gigantesque. Pour ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être pas des pros de la dynamique des marchés boursiers mondiaux, faut comprendre que les fonds d'investissement, les gestionnaires de retraite institutionnels, ils n'ont pas une quantité d'argent infinie à distribuer. Non, ils obéissent à des règles de diversification qui sont hyper strictes. Exactement. Un grand fonds souverain, il peut légalement allouer qu'un certain pourcentage de son capital à des valeurs technologiques à très haut risque. Donc, pour visualiser la mécanique de ce qui se passe, imaginez que deux grands studios de cinéma hollywoodiens décident de sortir leur plus gros blockbuster de la décennie. Le même jour. Exactement le même vendredi soir. Les chaînes de cinéma, elles n'ont qu'un nombre limité d'écrans. Et le public a un budget limité. Voilà. Si l'un des films prend 80% des salles, l'autre va inévitablement faire un flop, peu importe si le film est bon ou pas. Dans le monde de la finance, c'est exactement la même chose. C'est un jeu à somme nulle, ouais. Si les investisseurs institutionnels s'engagent à hauteur de centaines de milliards dans l'Empire Musk en juin, ils n'auront tout simplement plus la liquidité, ni le droit réglementaire de miser sur OpenAI quelques mois plus tard. Et c'est ça la clé de voûte de sa stratégie judiciaire, en fait. En attaquant OpenAI, Musk ne cherche pas nécessairement à obtenir ses 130 milliards de dommages au tribunal. Il s'en fout presque. Totalement. Il s'en sert pour injecter de l'incertitude sur les marchés. Le fameux FUD, Fear, Uncertainty and Doubt. Exactement. Un procès qui remet en question la propriété intellectuelle même du modèle économique d'OpenAI, ça effraie les investisseurs. S'ils sèment suffisamment le doute, ils gèlent l'IPO d'OpenAI. Et du coup, il aspire toute la liquidité disponible pour sa propre entreprise. Malinement. C'est brillant. D'un point de vue purement tactique, c'est brillant. Mais bon, pour retarder une entrée en bourse en utilisant le système judiciaire fédéral américain, tu peux pas juste faire un caprice parce que tu as trouvé le nom de la boîte 10 ans plus tôt. Ah bah non, il faut un dossier solide. Il faut un dossier en béton armé. Or, l'enquête de Block News soulève d'énormes lacunes juridiques dans l'approche de Musk. Ouais, l'obstacle majeur en droit américain, ça s'appelle la qualité pour agir. C'est-à-dire, Dans le droit des ONG, un simple citoyen ou même un ancien donateur qui a quitté le conseil d'administration depuis 8 ans, comme Musk, comme Musk, il a généralement pas du tout le droit d'attaquer la structure pour mauvaise gestion. Ce rôle de chien de garde, il est exclusivement réservé aux procureurs généraux des États. ce sont eux qui vérifient si l'organisation dévie de sa mission. C'est ça. Et c'est là que le château de cartes de la plainte s'effondre presque de lui-même. Parce que les procureurs généraux, ils ont déjà fait ce travail. Absolument. En octobre 2025, la Californie et le Delaware, où les entités d'OpenAI sont enregistrées, ils ont méticuleusement examiné la création de cette fameuse filiale à profit plafonné. Et ils l'ont validé. Ils l'ont validée. Parce que sur le papier, en tout cas, la mécanique juridique tient la route. La filiale commerciale n'a pas pour mission légale d'enrichir ses actionnaires à tout prix. Non, son obligation fiduciaire, qui est inscrite dans ses statuts, c'est de servir la mission de l'ONG mère. Donc, de créer une IA sûre. Donc les procureurs estiment que tant que ce contrôle de l'ONG existe, il n'y a pas eu de vol de la charité. D'ailleurs, la Californie a formellement refusé de se joindre à la plainte de Musk. Ce qui n'a pas empêché la juge de laisser le procès s'ouvrir. Probablement à cause de l'ampleur inédite du dossier et de la notoriété des acteurs. Ouais, mais ça donne des séquences presque comiques au tribunal. L'enquête raconte ce moment où l'avocat d'OpenAI confronte Musk à un document de 2018. Un document que Musk a lui-même signé. Qu'il a signé, et qui explique noir sur blanc comment l'entité commerciale allait fonctionner. Et devine la réponse de Musk, sous serment. Qu'est-ce qu'il a dit? L'homme qui envoie des fusées réutilisables dans l'espace et qui développe des puces neuronales hyper complexes, il affirme qu'il n'avait pas lu les petits caractères. Non, mais c'est pas vrai. Je te jure. Ce à quoi l'avocat d'OpenAI répond d'un ton glacial, c'est un document de 4 pages. Oh, le coup dur. 4 pages. Cet échange, franchement, il illustre parfaitement la fragilité de l'argumentation juridique de Musk. Mais bon, ça ne doit pas occulter la vraie question existentielle posée par ce conflit. Qui est? Ce procès met en lumière un goulet d'étranglement technologique majeur. Alors qu'est-ce que tout cela signifie pour notre auditoire? Pourquoi quiconque utilise l'IA au quotidien, pour générer du code, analyser des données ou juste écrire un email? Pourquoi on devrait s'intéresser à cette guerre d'ego et de milliards? Parce que l'objectif affiché par ces deux camps, c'est plus seulement de faire de bons agents conversationnels, genre de bons chatbots. C'est fini ça. Ouais. Leur véritable objectif, c'est l'AGI, l'intelligence artificielle générale. La fameuse AGI. Il s'agit plus d'un logiciel qui prédit le mot suivant dans une phrase. La GI, c'est une machine capable d'égaler, voire de dépasser le cerveau humain dans la quasi-totalité des tâches cognitives économiquement utiles. Raisonner en physique. Inventer de nouveaux algorithmes, élaborer des stratégies complexes, tout.
Et ce procès nous oblige à regarder une chose en face. Qui va posséder et dicter les règles de cette technologie qui va tout changer? Et franchement, quand on regarde les deux alternatives mises en lumière par ce procès d'Auckland, ça fait froid dans le dos. C'est clair. D'un côté, on a la trajectoire d'OpenAI, une structure qui à la base avait promis l'ouverture et l'indépendance. Et qui est devenu un trou noir avalant des dizaines de milliards. Totalement inféodée à Microsoft, dépendante de son infrastructure cloud tentaculaire. Et, disons-le, obsédée par la monétisation à outrance de son modèle ultra fermé. Ça, c'est la première option. Et la soi-disant alternative pour sauver l'humanité proposée par Musk, Oui, c'est son conglomérat. Une centralisation du pouvoir qui est juste sans précédent dans l'histoire moderne, ah, c'est sûr que là, on est sur du monopole lourd. un modèle où un seul individu contrôlerait une intelligence artificielle générale, alimentée en temps réel par les données du réseau social mondial qu'il possède, Par les caméras de sa flotte globale de véhicules autonomes. par les réseaux satellites spatiaux de SpaceX. Et potentiellement, à terme, par les informations issues de ses propres interfaces cerveau-machine avec Neuralink. C'est terrifiant quand on y pense. Sans parler du fait que, pendant qu'il crie au loup sur les risques existentiels de l'IA devant la barre du tribunal, l'enquête de Block News révèle que son empire signe discrètement des contrats majeurs avec le complexe militaro-industriel américain. Le fameux programme Gen.AI.1000. Exactement. On est tellement loin de la petite ONG Pacifique dans un garage en 2015. On parle carrément d'une militarisation et d'une monopolisation absolue. Donc ce que ce théâtre judiciaire d'Auckland nous montre au final, c'est une impasse. Le vocabulaire de la philanthropie et de la sécurité de l'humanité, il a été complètement coopté pour mener une guerre financière impitoyable. Un bel écran de fumée. Ce procès, il faut bien comprendre, n'a absolument pas pour but de démocratiser l'IA. Son seul but, c'est de s'assurer que l'adversaire trébuche avant la ligne d'arrivée boursière. Et ça, c'est le grand enseignement de cette analyse détaillée. Le drame juridique de ce printemps 2026, c'est qu'un levier. Un levier dans une guerre de pouvoir pure et dure, qui vise à dicter l'avenir de l'outil le plus puissant de notre siècle. C'est le résumé parfait de la situation. Merci pour toutes ces remises en perspective et pour avoir décortiqué les mécanismes financiers et techniques qui se cachaient derrière la façade de ce procès. Avec grand plaisir. Mais avant de clore cette exploration en profondeur, il y a une dernière réflexion qui me semble vraiment essentielle pour quiconque suit l'évolution de la technologie en ce moment. Je t'écoute. Une pensée qui va au-delà des documents du tribunal, où tu vois des manœuvres juridiques des procureurs généraux. Ouais. Pendant que ces deux entités surpuissantes s'entre-déchirent en cour fédérale pour s'approprier l'exclusivité du terme « ouvert » et pour aspirer la quasi-totalité des liquidités d'investissement mondial, Que reste-t-il pour les autres? exactement. Que reste-t-il pour la véritable communauté de la recherche? Que reste-t-il pour le monde open source, pour les chercheurs indépendants et les laboratoires universitaires qui, ne l'oublions jamais, ont inventé l'architecture technique qui a rendu toute cette révolution possible? Les vrais pionniers. Si le développement de l'intelligence artificielle nécessite désormais de monopoliser des centaines de milliards de dollars, d'avoir l'attention exclusive des gouvernements et de posséder des flottes de serveurs de la taille d'une petite ville, juste pour avoir le droit de concourir. Ouais. La barre est devenue trop haute. Alors, la véritable innovation indépendante est-elle, à ce jour, déjà morte? C'est sur cette question vertigineuse que nous refermons notre dossier. À très bientôt pour une nouvelle analyse.